à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, après 12 ans d'absence, le Tour de France Femmes fait son grand retour. L'ancienne championne de cyclisme Marion Rousse prendra la tête de cette course mythique version féminine. Et alors que les épreuves féminines justement drainent de plus en plus de fidèles, nous reviendrons en début d'émission avec l'organisateur du Tour sur les raisons de ce comeback. Également, dans cette émission, on parlera viticulture engagée. Après une année 2021 catastrophique pour les vignes françaises, l'heure est peut-être au changement de stratégie. Comment les vignerons doivent-ils s'adapter au changement climatique et comment peuvent-ils eux aussi réduire leur impact sur le climat? Réponse tout à l'heure. Et enfin, en dernière partie d'émission, le vrac sera à l'honneur. Nous recevrons la cofondatrice de Mademoiselle Vrac, un réseau d'épiceries présent partout en France, sans emballage. Plus que le zéro déchet, c'est un vrai mode de vie et de consommation que prône notre invité, vous verrez. Mais d'abord, c'est l'heure de l'invité du jour. Après 12 ans d'absence, le Tour de France Femmes fait son grand retour. Quelques jours après la nomination en tant que directrice de l'ancienne championne Marion Rousse, la grande boucle féminine a présenté le parcours de son édition 2022. L'occasion de parler, de revenir sur la place des femmes et la visibilité des femmes dans le sport de haut niveau. Pierre-Yves Touot, directeur adjoint du cyclisme chez ASO, entreprise organisatrice d'événements sportifs, dont le Tour de France, est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de répondre à nos questions aujourd'hui. Première question assez simple, pourquoi cette course fait-elle son comeback après 12 ans d'absence ? Je crois qu'il y avait un manque dans le calendrier du cyclisme féminin, même s'il y a beaucoup de courses. Les coureuses, comme on les appelle, étaient venues nous voir en nous disant on aimerait avoir un Tour de France féminin. Elles voulaient en fait de la médiatisation et c'est ce qu'on va leur offrir avec cette course de 8 jours dans la foulée du Tour de France du 24 juillet au 31 juillet prochain. Pierre-Yves Touot, d'ailleurs, pourquoi cet arrêt pendant 12 ans ? Vous savez, je vais être très franc avec vous, les courses de vélo, ça coûte très cher, il y avait un problème économique, ces courses n'étaient pas rentables, les organisateurs perdaient de l'argent, c'est encore le cas, vous savez, on organise beaucoup de courses pour les femmes, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix féminin qu'on a lancé le 2 octobre dernier, c'est des courses qui économiquement sont compliquées sur le modèle économique, et là on pense qu'avec le Tour de France femmes, qui sera lancé dans la foulée du Tour de France, on aura de la médiatisation et on a déjà des sponsors et notamment Zwift qui nous accompagnent et les partenaires du Tour de France ont voulu aussi s'inscrire dans cette course-là. Donc c'était d'abord un problème économique parce que des courses de cyclisme féminin, il y en a beaucoup, mais économiquement c'est plus compliqué. Vous parliez de la course Paris-Roubaix. Pour la première fois de l'histoire, les femmes, on l'a aussi, c'est ce que vous disiez, pris le départ de la 118e édition. Pierre-Yves Touot, que se passe-t-il en ce moment dans l'univers du cyclisme plus particulièrement ? Dans le cyclisme féminin en particulier, on sent d'abord que le niveau est très très élevé. Alors, il a existé le Tour de France féminin avec, je me rappelle, quand j'étais plus jeune avec Jeannie Longo, Maria Canine, ces duels qui étaient absolument fabuleux. Et là, on voit que le cyclisme et le sport au féminin s'inscrit dans du très haut niveau. Et on a pensé que recréer, je dirais, cette course-là, c'était important pour le cyclisme. Puis les concurrentes étaient venues nous voir, je le dis encore, pour nous dire ça, c'était un manque dans le calendrier. Donc avec cette étiquette de Tour de France, je pense que ce sera très porteur, elles sont satisfaites. Les étapes seront-elles les mêmes, Pierre-Yves Touot ? Alors non, ce sera dans la foulée du Tour de France. Le Tour de France arrivera le 24 juillet sur les Champs-Élysées. Première étape du Tour de France Femmes, le 24 dans l'Écrinque et les Champs-Élysées, le même jour. Et puis ensuite, elles feront 8 étapes jusqu'à la Super Planche des Belles Filles dans le département de la Haute-Saône. Donc 8 jours de course, c'est ce qu'elle souhaitait aussi. J'étais ce matin avec Audrey Cordon qui expliquait qu'on ne pourrait pas pour l'instant faire davantage que 8 étapes. C'est des étapes qui font autour de 130 km. Il y a même une étape qui fait plus de 170 km. C'est vraiment du cyclisme de haut niveau. Vous le disiez, Pierre-Yves Touot, le sport féminin gagne de manière significative en visibilité, en médiatisation. Quelles audiences attendez-vous aujourd'hui pour ce Tour de France Femmes ? Les plus hautes, on l'espère. On pense sincèrement que ce sera la 4e semaine du Tour de France. Un Tour de France, c'est 3 semaines. Là, on va s'inscrire dans la foulée du Tour de France. Peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes audiences.
En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que sur Paris-Roubaix, qu'on a lancé le 2 octobre, Paris-Roubaix Femmes, on a eu des audiences à 1 500 000, ce qui est colossal sur les chaînes de France Télévisions. Donc on pense que pendant l'été, dans la foulée du Tour de France, le Tour de France Femmes va bénéficier de cette caisse de résonance et atteindre, je l'espère, de fortes audiences pour le cyclisme féminin notamment, pour nous et pour l'ensemble des partenaires. Vous disiez aussi que les sponsors commencent également à s'intéresser à cette discipline féminine. Oui, on l'a vu. Vous savez, dès qu'on parle de Tour de France, voilà, ça donne une connotation du feuilleton de juillet. Et donc, Zwift, un partenaire anglo-saxon, est venu s'adosser à l'épreuve. On a LCL. Alors, je ne sais pas si on peut citer toutes les marques ici, mais tous les partenaires du Tour de France veulent aussi s'inscrire, veulent être sur ce paysage du Tour de France Femmes. Donc, c'est vraiment de bon augure pour l'avenir. Comment ASO s'engage sur cette question de visibilité des femmes dans le sport ? Comment on s'engage? C'est d'abord bénéficier, je le dis, de tout ce qu'on sait faire médiatiquement sur l'ensemble de nos courses, sur ce qu'on fait sur la Flèche Wallonne Femmes, sur la Liège-Bastogne-Liège Femmes, sur Paris-Roubaix Femmes, sur le Tour de Yorkshire qu'on avait fait aussi. On avait même lancé à une époque avec les autorités qatariennes le Tour du Qatar Femmes. Et donc c'est bénéficier de tout ce qu'on sait faire en matière de médiatisation sur les réseaux sociaux, sur la PQR, sur la télévision, sur les radios. Bénéficier de ça pour l'apporter sur le Tour de France Femmes. Et on l'a vu hier à la présentation officielle au Palais des Congrès devant 3000 personnes, l'engouement que ça a pu avoir avec une formidable directrice de l'épreuve, puisque ce sera Marion Rousse qui est consultante télévision. Oui, pourquoi avoir choisi Marion Rousse pour diriger ce Tour de France féminin ? Alors, ça nous a semblé avec Christian Prudhomme évident et la direction d'ASO. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une grande championne, ça a été une grande championne. Je rappelle qu'elle a été championne de France de cyclisme, parce qu'elle aime ça, parce qu'elle connaît, parce que médiatiquement elle est très très forte. Et puis elle commente les étapes du Tour de France, elle est vraiment reconnue. Et puis elle a aussi une expérience d'organisatrice puisqu'elle collabore avec le Tour de la Provence. Donc c'était le profil idéal pour être patronne de cette épreuve. Pierre-Yves Thouot, je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière, le maire écologiste de Lyon dénonçait l'absence de Tour de France féminin. Finalement, c'est chose faite. Il avait parlé également d'une ambiance machiste dans le monde du cyclisme. Il reste encore des progrès à faire, selon vous ? Évidemment, évidemment. Le premier progrès, je vais vous dire, c'est l'égalité salariale entre un homme et une femme. Ça, c'est intolérable. Donc, dans le monde du sport, c'est pareil. En créant cette épreuve, on va un peu plus loin. On n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je crois qu'il faut progresser, avancer en créant des épreuves, en les médiatisant. Et puis, je pense que on tient, en tout cas avec cette pépite, quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans la durée parce qu'on ne souhaite pas lancer ce Tour de France Femmes juste pour 2-3 ans. Il faut qu'il s'inscrive vraiment dans la durée, que ce soit pérenne, et ça, c'est important. Oui, vous parlez de rémunération. Comment on explique cet écart entre les primes des gagnantes du Tour et des gagnants du Tour ? Est-ce que c'est un problème de visibilité encore ? Il y a sûrement un petit peu de ça, c'est parce que aussi certains partenaires peut-être étaient dans le passé un peu frileux. Je rappelle que la grille des prix pour le Tour de France Femmes sera beaucoup plus importante que sur une même épreuve de 8 jours de première catégorie chez les hommes comme Paris-Nice et le Dauphiné. Donc la grille des prix sera beaucoup plus importante, elle est de 250 000 euros. Quand sur le Paris-Nice et le Dauphiné c'est 150 000 euros, il y aura 50 000 euros à la gagnante, contrairement à ce que se fait sur le Paris-Nice et le Dauphiné. Mais il y a un écart, évidemment, avec le Tour de France, je le vois sur votre écran. Vous parliez d'égalité salariale, d'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme dans le sport, c'est une utopie ou on peut y arriver ? Non, vous savez, moi je crois pas. J'ai beaucoup regardé, je regarde beaucoup le sport puisque je travaille dans le domaine du sport, mais pas que dans le cyclisme. Quand on voit le niveau qu'ont pu avoir les footballeuses lors des Coupes du Monde, lorsqu'on voit l'athlétisme, lorsqu'on voit le Roland Garros notamment ou le circuit féminin dans le tennis,
on sent qu'il y a un vrai rapprochement. Alors il y aura toujours ici et là peut-être des critiques, mais je crois qu'il ne faut pas se baser là-dessus. En tout cas, ce qu'on veut faire avec ce Tour de France, c'est quelque chose de pérenne, où les concurrentes se performent parce qu'il y a un vrai niveau très important. Je rappelle 42 moyennes sur Paris-Roubaix femmes le 2 octobre dernier, c'est vraiment une prouesse. Donc vraiment, ça va évoluer et ça évolue dans le bon sens. Et elles ont le niveau techniquement, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup Pierre-Yves Touot, directeur adjoint du cyclisme chez ASO, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup d'avoir parlé du Tour de France Femmes avec nous sur le plateau Smart Impact. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, aujourd'hui la nécessité d'une viticulture plus engagée. C'est le combat de nos deux invités après une année 2021 qui a vu endommager très fortement les vignes de France. Gel de printemps, augmentation des températures, événements météorologiques extrêmes toujours plus fréquents. Comment la viticulture s'engage-t-elle à s'adapter au changement climatique? Comment s'engage-t-elle, elle aussi, à limiter l'impact de la viticulture sur le climat? Nos deux invités aujourd'hui, Frédéric Chaudière, nouveau président de l'AOC Ventoux, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci de débattre avec nous aujourd'hui. Iris Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Iris Borut, diriez-vous que cette année 2021, particulièrement, je le disais, catastrophique pour les vignes françaises, a acté l'obligation pour les viticulteurs vignerons de changer de stratégie? Oui, après je dirais que c'est pas forcément dès 2021 que tout le monde s'est mis en marche. Il y a des vignerons qui ont pris conscience de la gravité du changement climatique déjà depuis de nombreuses années, qui s'engagent. C'est le cas des adhérents de notre collectif Vignerons Engagés. Après, la prise de conscience, elle n'est pas seulement dans le vignoble, elle est aussi à l'échelle nationale, un peu dans toutes les filières. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à la fois à s'engager pour avoir des stratégies, comme vous le disiez en introduction, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Oui, c'est ça, il y a cette double stratégie. Frédéric Chaudière, comment véritablement susciter la prise de conscience et faire de la pédagogie sur ces sujets-là? Donc, comme vous dites, ils n'ont pas attendu l'année 2021 pour passer ce cap-là, mais il faut peut-être encore toujours, on n'y est pas encore totalement. Comment continuer à faire de la pédagogie sur ces sujets? Alors je pense qu'il y avait déjà une prise de conscience forte dans le vignoble, en tout cas dans l'AOC Ventoux. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner la parole aux vignerons. Et on a toute l'année dernière, à partir de la fin de l'année dernière et toute cette année, fait plusieurs consultations, essayé d'avoir un mouvement participatif pour effectivement fixer de nouvelles priorités, de nouveaux engagements pour l'AOC Ventoux, qui passe très largement autour des questions climatiques, sur l'atténuation et sur la réduction de notre impact et sur l'adaptation au changement. Quel degré de transformation, Iris Borut, cela implique aujourd'hui quand on parle de changement de stratégie des viticulteurs? Est-ce qu'on parle de nouveaux cépages, de nouveaux outils? Est-ce que ce sont des transformations profondes? Alors oui, alors après, elles se font aussi sur différentes échelles. Mais pour vous donner quelques exemples de stratégies d'adaptation, en effet, on va voir ce que vous avez, les cépages résistants. On a des adhérents en Camargue, un domaine qui a développé des vins à partir de cépages résistants qui sont commercialisés dans des bouteilles qui sont éco-conçues, donc avec des bouteilles qui sont allégées, des bouchons sourcés, des étiquettes qui sont issues avec du papier issu de forêts gérées durablement, des encres vertes, etc. Ça, c'est une des actions, mais après, il y a tout ce qui est éco-conception des bouteilles, donc limiter le poids des bouteilles pour limiter les émissions de carbone lors du transport, lors de la conception également. Vous avez aussi au vignoble tout ce qui est limiter les émissions carbone au vignoble, limiter les émissions carbone lors de l'éco-conception des bâtiments, limiter la consommation d'énergie, la consommation d'eau. Donc c'est vraiment tout un spectre d'actions qui sont mises en place pour limiter les émissions carbone et l'impact sur l'environnement en général, quoi. Mais Frédéric Chaudière, ça peut faire peur, ça, quand on voit tous ces changements à faire, ou est-ce justement il faut faire de la pédagogie en disant mais non, c'est pour que vous plus tard vous soyez plus résilient, plus résistant? Alors le terroir du Ventoux, c'est d'abord un climat qui est lié à l'influence de la montagne, et donc la question climatique, elle est dans l'ADN même de notre identité. On a essayé de mieux comprendre quel était ce climat du Ventoux et comment il allait évoluer. Et donc on a beaucoup travaillé avec l'INRAE,
avec lequel on a fait 2 études, et c'est sur ces bases-là qu'effectivement maintenant on essaie de développer un plan d'action. Ça nous permet. Alors nos objectifs pour 2030 maintenant, c'est de réduire notre impact de 30%, notre impact carbone, d'essayer de planter d'ici 2030 30 000 arbres, mais aussi de mettre en place un réseau de consignes, parce qu'on a fait un bilan de carbone à l'échelle de l'appellation qui a mis en avant le poids du verre dans nos émissions. Donc on est en train d'organiser tout ça pour effectivement à la fois s'adapter et réduire l'impact de notre appellation. Iris Borut, vous parliez d'axes multiples qui vont de la terre, du travail de la terre jusqu'à l'emballage du vin. Est-ce que tous ces changements qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique, est-ce que ça signifie aussi peut-être plus largement de nouveaux modes d'organisation pour les vignerons français, peut-être moins de terres privées, peut-être plus de coopératives? Est-ce que ça implique de nouveaux modes d'organisation aussi? Alors, oui, des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes aussi de collaboration. L'identité de vigneron engagé, c'est d'être un collectif. Donc on a à la fois des caves coopératives, des caves particulières, des adhérents sur le pourtour méditerranéen. Avec le Mont Ventoux, on a des vignerons en commun. Dans la Loire, en Bourgogne, dans le Bordelais, etc. Et en fait, l'intérêt d'un collectif comme ça, c'est de mettre en relation les vignerons de différentes régions pour qu'ils discutent entre eux. Ils ont des problématiques communes et l'idée, c'est que certains qui ont déjà avancé sur certains sujets puissent échanger avec d'autres en disant « Ah ben tiens, moi j'ai fait ça, est-ce que tu as pensé à ça ?» etc. Je crois vraiment à l'effet d'entraînement pour améliorer les pratiques. Je disais à Frédéric tout à l'heure là, en coulisses, on a de plus en plus d'adhérents qui réfléchissent à supprimer la capsule sur la bouteille de vin. C'est l'élément que vous avez sur le dessus là, avant d'enlever le bouchon. Dans la tête des vignerons, c'est très compliqué. Enfin, il y en a beaucoup qui sont opposés à ça parce qu'on se dit ça va changer l'image du vin, etc. Mais il y a eu des études qui ont été faites par nos adhérents auprès des consommateurs et ils se rendent compte que la plupart des consommateurs de vin sont tout à fait OK pour qu'on enlève cette capsule. Donc c'est une fois qu'il y en a un qui s'est mis à le faire, il montre l'exemple aux autres qui se disent « Ah ok, s'il l'a fait, c'est peut-être quand même que c'est faisable. » quoi. Et là aussi où je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, qui parle de consignes. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup et que je soutiens énormément. Je suis très contente d'entendre que vous êtes défenseur de la consigne en France parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus pour la filière vin et dans certains cas spécifiques, en consommation locale, etc. C'est vraiment un enjeu pour limiter les émissions carbone liées au poids des bouteilles. Frédéric Chaudière, c'est intéressant ce que dit Iris Borut. De quelle manière vous apprenez des autres vignerons, des autres régions voilà, quels échanges faites-vous? Qu'est-ce que vous apprenez des autres aussi? On essaie de mettre en place une dynamique assez similaire à celle que décrit Iris, puisqu'effectivement, à l'intérieur de notre appellation, sur notre territoire, d'une part, on essaie de renforcer notre collectif en créant ce projet d'exemplarité pour 2030. Mais l'une des mesures qu'on va mettre en place, c'est que 2 fois par an, sur des thématiques très diverses, la première sera sans doute sur le couvert végétal, on va faire du transfert de compétences, du partage d'expériences entre nos vignerons mêmes, mais on essaie aussi d'élargir les perspectives et d'inclure de manière assez transversale toutes les parties prenantes du territoire. Donc, par exemple, maintenant que nous sommes la première appellation à faire notre raison d'être, nous créons un comité de pilotage raison d'être qui va regrouper à la fois les 2 parcs naturels régionaux au sein desquels l'appellation Ventoux se situe, mais aussi la Chambre d'agriculture, VPA qui est l'organe de l'attractivité de notre territoire, des acteurs engagés dans l'économie sociale et solidaire et, encore une fois, l'INRAE, parce que la recherche est pour nous extrêmement importante pour avancer. Vous parlez de raison d'être, Iris Borut. Vous avez créé le premier label RSE et durable du vin. Quelle est votre définition d'un vin engagé ? Alors déjà, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est les vignerons pour lesquels je travaille. Aujourd'hui, vignerons engagés, donc comme vous le dites, c'est le premier label RSE de la filière vin, responsabilité sociétale des entreprises. Il se base sur un cahier des charges qui lui-même se base sur les 3 piliers du développement durable. Là, on a beaucoup parlé de la notion environnementale, mais il y a aussi la notion sociétale et la notion économique. Il ne faut pas les oublier. Nous, c'est vraiment un tabouret à 3 pieds, où on se dit si on enlève un des pieds, on se casse la figure. Derrière ça, nos adhérents, donc, qui sont évalués tous les 18 mois par Afnor Certification sur la base de ce cahier des charges. Et s'ils remplissent les critères, on se redit rendez-vous dans 18 mois. Ils peuvent utiliser le label sur les bouteilles. C'est comme ça après que vous les retrouvez en magasin et que vous pouvez identifier que le vin est labellisé vigneron engagé.
Je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Frédéric. Oui, si. Il y a la notion de partie prenante. Là, on entend que l'AOC Ventoux échange avec ses parties prenantes. C'est un peu tout son écosystème, si on fait le parallèle avec l'agronomie. C'est quelque chose qui est très important dans une démarche RSE comme vigneron engagé. C'est que les vignerons, ils évoluent pas en vase clos sur leur territoire, mais ils échangent avec des fournisseurs de matières premières, de matières sèches, les bouteilles, etc., le voisinage, la mairie, la banque, les assurances, etc. Et ce qui est très important dans une démarche RSE, c'est justement d'évoluer en partenariat avec ces parties prenantes, de sonder quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, pour avancer tous ensemble dans la même direction. Frédéric Chaudière, vous parliez tout à l'heure de recherche. De quelle manière, selon vous, l'État doit-il accompagner ces transformations du monde viticole, notamment peut-être sur la partie formation, former ces nouveaux vignerons à tous ces enjeux climatiques, mais également sociaux et sociétaux, c'est ce que vous disiez? Alors, les chambres d'agriculture font déjà cela très bien, évidemment, mais on a décidé de prendre un peu notre destin en main. Et on sait qu'à l'intérieur de notre vignoble, on a déjà 150 caves à l'intérieur du Ventoux. On a énormément de compétences. Et encore une fois, pour moi, il faut qu'on les mette en commun, qu'on les partage et qu'on avance ensemble par ce biais-là. Iris Borut, aujourd'hui, vignerons engagés, c'est plus de 6000, je crois, c'est ça, vignerons et salariés. Comment étendre votre impact? Est-ce que vous souhaiteriez, vous-même, peut-être la création d'autres labels comme le vôtre un peu partout en France? Oui, c'est ça, c'est 6000 vignerons, vigneronnes et salariés de cave. Il y a déjà un certain nombre de labels qui existent en France. C'est d'ailleurs des fois un reproche qui nous est formulé de dire il y a une forêt de labels, on comprend rien, c'est compliqué. Aujourd'hui, au moins pour la filière vin, on a un label RSE qui existe. Il y a des labels similaires qui existent dans d'autres filières. Je vais citer mes confrères du collectif Troisième Voie. Donc vous avez Bleu Blanc Cœur pour les fruits, pour les produits laitiers, Demain la Terre pour les fruits et légumes, filière CRC pour le blé et les céréales, et Mister Good Fish pour le poisson. Donc aujourd'hui, ces démarches, elles existent. En fait, nous, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'émerger, c'est d'être connus et reconnus pour que les vignerons, une fois qu'ils ont fait tout le boulot de répondre au cahier des charges, et finalement, ils soient reconnus pour ce travail-là, quoi. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est de faire connaître toutes les bonnes pratiques qui ont lieu dans nos vignobles. Faire connaître les bonnes pratiques et discuter, en tout cas c'est ça, avec toutes les parties prenantes, on l'aura bien compris. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Frédéric Chaudière, je le rappelle, vous êtes nouveau président de l'AOC Ventoux. Iris Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On passe bien sûr à notre bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Noémie Ernaud, cofondatrice de Mademoiselle Vrac, un réseau d'épiceries sans emballage, 16 points de vente partout en France. L'objectif, accompagner les consommateurs et les sensibiliser au zéro déchet. Bonjour Noémie Ernaud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci. Comment vous est venue cette idée de Mademoiselle Vrac? Alors Mademoiselle Vrac est née de ma sœur Claire, qui a décidé d'ouvrir sa propre boutique à Royan après la naissance de sa fille. Elle avait envie de changer de voie et de faire un métier qui... En relation avec les valeurs, nos valeurs familiales et éco-responsables. Donc elle s'est lancée, je l'ai accompagnée, je l'ai soutenue et l'idée est née comme ça. Et de là, 2 ans après, j'ai quitté mon métier de la banque pour la rejoindre dans l'aventure et on a développé aujourd'hui le concept en franchise. Je le disais, 16 points de vente partout en France à peu près, c'est ça? Oui. Comment ça marche? Vous sélectionnez des fournisseurs, des commerçants qui travaillaient déjà sur le sans-emballage? Alors, on sélectionne des porteurs de projets qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, dans l'ouverture d'une épicerie vrac éco-responsable. Et nous, on leur propose de les accompagner en leur proposant un concept clé en main où, effectivement, nous avons déjà sélectionné les partenaires, les fournisseurs, l'agencement, toute la décoration du magasin, tout le fonctionnement, la formation, les techniques de vente. Voilà, un accompagnement complet pour quelqu'un qui veut se lancer et qui souhaite rester indépendant, mais avec le soutien d'une franchise. Noémie Ernaud, une question qu'on se pose. Sur les produits, quels sont les produits qui sont compatibles aujourd'hui avec le vrac? Alors oui, on pense aux pâtes, on pense au riz, j'imagine que c'est plus large que ça? Oui, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on commence souvent par là, avec les produits classiques qu'on peut retrouver un petit peu partout, mais effectivement, le fait de les avoir sans emballage, c'est tout ce qui est épicerie sèche,
Donc effectivement, aussi bien sucré que salé. On les étend au liquide avec les huiles, les vinaigres, etc., les épices. Donc tout ce qui est alimentaire hors frais, en fait, quasiment on peut le trouver chez nous. Et quasiment 50% de notre référencement aujourd'hui est composé de produits cosmétiques, de produits d'entretien et de tout ce qui tourne autour des accessoires zéro déchet. Tout ce qui permet en fait au quotidien de supprimer un maximum ces emballages. Donc aussi bien dans la cuisine, dans la salle de bain que pour faire le ménage. Donc même son shampoing, on peut ramener sa bouteille de shampoing et remplir. C'est ça. Soit on ramène sa bouteille de shampoing, on le remplit, soit on achète un shampoing solide. Et là du coup, on a supprimé 100% l'emballage. Il est solide. Est-ce qu'il s'agit aussi, Noémie Ernaux, de produits locaux, français, bio? Comment ça marche? Alors notre positionnement, il est clair. C'est vraiment un positionnement bio. 80% aujourd'hui de notre référencement est bio. Les boutiques sont labellisées Écocert pour respecter les normes. Mais on n'est pas à 100% bio parce qu'effectivement, si c'est pas bio, ce sera du local au maximum. Donc les boutiques, dans notre contrat, ont l'obligation en fait de référencer au maximum des produits locaux. C'est-à-dire qu'à partir du référencement de base qu'on leur propose, tout ce qu'elles peuvent trouver en local, elles doivent l'intégrer en local. C'est vraiment, les circuits courts sont mis en avant. Ça fait partie intégrante du concept. Et si c'est pas bio, c'est agriculture raisonnée. Il y a forcément quelque chose en fait qui fait qu'on a choisi ce fournisseur-là. Noémie Ernaux, pourquoi cette pratique n'est pas encore, selon vous, tout à fait acceptée en France? Quels sont les freins? Qu'est-ce qui bloque? Il y a encore quelques freins, il y en a de moins en moins, et on essaye au quotidien d'y contribuer. Aujourd'hui, on aime indiquer que quand on vient faire ses courses chez Mademoiselle Vrac, on n'achète pas du vrac, on achète du Mademoiselle Vrac. Et aujourd'hui, nos franchisés sont des coachs en zéro déchet. Et justement, tout l'intérêt de ce projet-là, c'est ça, c'est d'accompagner les gens, que ce soit de lever les freins, qui peut encore exister. Il y en a de moins en moins. Le vrac est partout aujourd'hui et c'est bien. Et plus il y en aura, et plus effectivement on aura de clients pour consommer comme ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a déjà au moins consommé en vrac une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est à augmenter la proportion de gens qui consomment régulièrement. Donc, venez en boutique, chez Mademoiselle Vrac, comme dans toutes les épiceries Vrac. C'est vraiment l'objectif, c'est de soutenir toute une filière et d'apprendre à consommer. C'est un vrai mode de vie, c'est-à-dire que c'est pas juste on consomme Vrac parce que c'est bien, c'est bon pour la planète, c'est vraiment un mode de vie. Le Vrac fait partie de ce mode de vie-là. Et quand on a commencé à consommer comme ça, le retour en arrière, il n'est pas possible et on va toujours de plus en plus loin. Mais c'est vrai qu'au centre, il y a nos épiceries Vrac et ces franchisés qui ont fait de leur métier, de ce mode de vie, leur métier. Et donc, ils font de la pédagogie auprès des clients. Ils font de la pédagogie, voilà. L'objectif, c'est c'est pas facile de se lancer. On fait des petits gestes et on avance et on progresse dans cette consommation. Merci beaucoup Noémie Ernaux d'être venue sur le plateau Smart Impact. Je rappelle, vous êtes cofondatrice de Mademoiselle Vrac. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à Joséphine Dacoury de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Bismart.